Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à notre webinaire. Avant de commencer à vous parler un peu du webinaire, je vais vous donner quelques directives au niveau du fonctionnement de la plateforme plutôt. Fait que vous êtes tous en mode sourdine. Par contre, vous pouvez, puis nous voulons que vous nous posiez des questions. Alors, il y a une petite boîte questions. Vous allez dans la boîte questions et vous nous posez les questions au fur et à mesure que la présentation ou la discussion avance. Puis, moi, je vais gérer vos questions au fur et à mesure qu'on arrive dans la période questions. Le dernier 30 minutes va être pour ça. Puis, on va essayer de passer la majorité des questions que vous allez nous poser. Et le webinaire est aussi enregistré et va être envoyé aux participants probablement à la fin de la journée aujourd'hui pour que les gens puissent le revisionner ou le partager. Le Conseil canadien du commerce de détail est fier de s'associer à Léger pour cette présentation qui permettra de partager un peu les grandes lignes de l'étude bleue. Un portrait de la consommation locale au Québec post-COVID-19. Puis une étude qui a été faite en collaboration avec Jacques Nantel, un professeur émérite du HEC, une toute première étude complète sur l'achat local au Québec. Comme vous le savez tous aussi, l'achat local est au cœur des discussions depuis le début de la crise actuelle, tout comme la relance économique. On l'a bien vu au Québec avec le panier bleu. Mais qu'est-ce qu'on considère comme étant un achat local? Qu'est-ce qu'une entreprise dite locale? Qu'est-ce qu'un produit local? Quelle est la perception des Québécois à cet égard et surtout, quels seront leurs comportements réels au moment de la relance? Les Québécois répondront-ils à l'appel afin de relancer l'économie québécoise? Donc, je me présente, Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail Québec, puis je suis accompagné de Jacques Nantel et de Cynthia Daris qui feront le point sur l'achat local au Québec. Puis, en ces temps spécialement exceptionnels, nos experts vont dévoiler des grandes lignes puis des grandes tendances qui émanent de l'étude bleue, puis ils vont répondre à vos questions. Évidemment, l'étude est beaucoup plus fournie que ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, c'est juste un aperçu de ce qui va ressortir de l'étude. Pour avoir l'étude complète, vous pouvez contacter Léger ou vos contacts chez Léger pour avoir plus d'informations, comment acheter ou comment vous procurer l'étude bleue. Ben, je vous présente Cynthia Daris. Cynthia, allô Cynthia, est vice-présidente au Bureau du Québec chez Léger. Cynthia travaille en recherche depuis presque 10 ans, puis est à l'emploi de Léger depuis 8 ans. Puis elle combine évidemment une solide expertise en affaires publiques, puis en recherche consommateur, puis elle est responsable de l'étude bleue. Donc, merci. Puis le prof qui n'a plus besoin d'introduction, Jacques Nantel, professeur émérite qui a enseigné pendant 35 ans au HEC, une institution qui a joint en 1981, qui détient un PhD de l'Université de l'Indiana. Donc, je pourrais parler en masse, Jacques, de toutes tes chroniques, les conseils d'administration, puis toute ton expertise. Mais on va être là, ça va prendre un 15 minutes de là. Fait que pour plus d'informations, les gens peuvent aller voir ta bio sur le site de Léger, mais très impressionnant, évidemment. Puis Jacques a fait partie, évidemment, été conseiller, a fait partie du travail qui a été fait sur l'étude bleue, donc a travaillé avec Léger pour les questions, l'analyse et tout ce qui va en ressortir. Fait que, sans plus tarder, Cynthia, c'est toi qui commences. Je te laisse partir avec compte rendu l'étude bleue. Merci beaucoup, Marc. Donc, tout le monde m'entend bien? Le son, ça fonctionne? Oui. Son et image, merveilleux. On a tout ce qu'il faut. Alors, ben voilà, l'étude bleue, d'abord, c'est un vaste sondage, là. On est vraiment fiers chez Léger d'avoir mené la toute première étude complète là, sur l'achat local. Sans rentrer dans les détails méthodologiques, c'est un échantillon représentatif auprès de 1202 Québécois, Québécoises. Qui a été mené en termes, juste pour vous remettre dans le temps, là, on est à la fin avril, début mai, donc on est au cours des premières mesures là, de déconfinement, c'est-à-dire là où il y a eu carrément explosion de toutes les
différentes initiatives visant à promouvoir l'achat local. Évidemment, on pense au panier bleu, mais on pense, il y en a eu plusieurs autres, là, comme vous savez, sur la scène municipale, des plateformes web et tout à diverses échelles. Donc, c'est un sondage, comme je disais, 1500 répondants qui a été mené. C'est un questionnaire, là, on a voulu analyser la question sous carrément, peut-être pas tous les angles, mais plusieurs angles assurément. C'est un questionnaire qui a plus de 80 variables. Et évidemment, quand on pense à achat local, intuitivement, là, on pense beaucoup au secteur de l'alimentation. C'est normal, le secteur de l'alimentation est très important au Québec, mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'analyser la question sous divers secteurs d'activité. Donc, dans l'étude bleue, il y a 13 secteurs d'activité qui sont à l'étude. Il y a évidemment l'alimentation, la restauration, les boissons alcoolisées, mais il y a aussi notamment le vêtement, l'industrie du tourisme, les meubles, les produits de soins personnels, la quincaillerie, des articles de sport. Donc, c'est ça, 13 secteurs d'activité pour être certain là, vraiment d'analyser la question de l'achat local sous plusieurs angles, l'alimentation, mais pas seulement celui-là. Donc oui, l'objectif, c'était, comme Marc le disait précédemment, d'analyser, au départ, l'objectif de base, c'était vraiment d'analyser les écarts entre les bonnes intentions. Ça, on s'en doute. Hein? Déjà, là, je vous, je vous vends un premier scoop. Là. Les Québécois ont plein de bonnes intentions en matière d'achat local. Mais nous, ce qu'on souhaitait, c'était d'analyser l'écart entre les intentions et l'action. Concrètement, on voulait savoir s'il y avait des freins qui empêchaient les Québécois de passer à l'action en termes d'achat local et si oui, quels étaient ces freins. Donc aujourd'hui, évidemment, comme Marc le disait, on va vous présenter seulement une infime partie de l'étude bleue. En réalité, plus précisément, c'est cinq petits scoops que cinq petites primeurs que je vais vous donner. Puis après ça, je céderai la parole à Jacques qui va nous contextualiser tout ça puis nous donner des exemples là, qui, je crois, pourront guider plusieurs d'entre vous. Là. Donc d'abord, le premier résultat, celui qui ne surprendra probablement pas grand monde, c'est que sur le principe, tout le monde s'entend. On a posé quand même la question des attitudes qu'on appelle la question d'importance, si vous voulez, à quel point pour vous c'est important d'acheter local. Donc évidemment, personne ne peut être contre la vertu. Là. On parle de 87 des Québécois qui disent ben oui, c'est important pour moi dans ma vie d'acheter local. Donc, 87 qui ont répondu 6 et plus sur l'échelle de 0 à 10. Ceci dit, le petit tableau juste au bas vous apprend aussi que les sous-groupes, c'est très résumé, là. Évidemment, l'étude est plus subtile que ça, mais déjà de savoir que au Québec, ce sont les femmes, les 55 plus, et les francophones pour qui c'est particulièrement important. Ceux qui pensaient que c'était particulièrement les 18-34, vous faites fausse piste. C'est vraiment le 55 plus, la femme typiquement francophone. Donc, voilà pour le principe comme tel. Maintenant, parlons, on rétrécit l'entonnoir un petit peu si vous voulez, parlons des intentions. Donc, on leur a posé la question au cours des prochains mois, avez-vous l'intention d'acheter plus, autant ou moins local, tout simplement? Regardez ici ceux qui ont l'intention d'acheter plus de produits locaux, on est à 58 %. Donc déjà, entre le 87 de départ qui disent que c'est important et le 58 % qui disent que en réalité, ils vont augmenter leurs achats locaux. Donc là, déjà, on a perdu quelques joueurs. Là. Ce que ça signifie, la balance, vous voyez le 38 % qui est dans le haut temps, c'est que ces gens-là ont probablement l'impression, je dirais, qu'actuellement, ils font pas mal leur maximum. C'est déjà maximisé. Ils ont l'impression qu'ils en font assez. Donc, chez ce 38 %-là, ça risque de ne pas augmenter. Ou très peu, du moins. Le troisième chiffre, celui qui fait un petit peu mal, si j'oserais dire, vous savez, dans notre travail, on est chercheur. Hein? Notre travail, c'est de donner l'heure juste. Des fois, l'heure juste, ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais c'est une réalité qu'il faut prendre
qu'il faut prendre compte. En réalité, en moyenne, les Québécois sont prêts à payer 5 plus cher pour acheter local. Donc, à produit équivalent, évidemment, entre un produit québécois, un produit local ou un autre produit d'ailleurs, la capacité de payer en supplément est de 5 C'est une moyenne. On se rappelle qu'on a 13 secteurs d'activité différents qui ont été sondés dans cette étude-là. Et évidemment, ce chiffre varie beaucoup entre les secteurs, notamment en alimentation, on est prêt à payer peut-être un petit peu plus cher. Ça varie beaucoup, c'est une moyenne, le 5 mais quand même. Il y a clairement une grande sensibilité au prix chez les Québécois et leur capacité réelle à payer un prix supplémentaire pour acheter local. Donc, quand je vous parlais des freins à l'achat, il y a, comme on vient de voir, évidemment, le prix. Le prix est le premier frein là, à l'achat qui explique les écarts entre les intentions et l'action. Mais il y a aussi, de façon très importante, la capacité de les identifier ou de les distinguer, les produits locaux, une fois rendus en commerce. Donc, les deux données que vous voyez là, d'abord, le 3/4 des Québécois disent c'est parfois difficile de trouver des produits locaux en magasin. Donc, j'ai beau avoir des super bonnes intentions, si j'arrive pas à les identifier de façon très rapide, je vais évidemment, probablement, je suis moins susceptible de passer à l'action. Même chose, il est parfois difficile de distinguer c'est quoi un produit local par rapport à un produit qui est non local. Donc, clairement, quelque chose à faire là pour aider, pour mieux accompagner les Québécois dans leurs bonnes intentions. Ah oui, une autre belle découverte de l'étude bleue et elle est flagrante, elle est importante, je dirais, pour les Québécois, les Québécoises. Local, c'est québécois. Donc, ça a l'air anodin, mais la définition sur la définition, même de qu'est-ce qu'un achat local, vous savez, on s'est posé la question de, premièrement, est-ce que c'est un achat de proximité? Est-ce que local, ça veut dire acheter dans votre région? Est-ce que local, ça veut dire canadien? Que ce soit, ou du moins que les gens soient peu nombreux à dire qu'une entreprise canadienne est une entreprise locale, ça, on pouvait s'y attendre. Mais le fait québécois domine sur même les entreprises régionales, donc ça, c'est un constat important. Et c'est important notamment pour ceux parmi vous qui doivent communiquer ou faire des campagnes de promotion sur l'achat local, parce qu'il faut... Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on communique acheter local de façon simple comme ça, en ayant l'intention que les gens, par exemple, achètent au niveau municipal ou dans leur région, on fait fausse route. Ce qu'on veut dire, en fait, quand on dit acheter local aux gens, ce que les gens vont comprendre, c'est acheter québécois. Donc, c'est vraiment important de prendre acte de cette définition-là aux yeux des Québécois. Et puis, la dernière petite primeur que je vais vous livrer aujourd'hui au sujet de l'achat local, toujours dans la définition de qu'est-ce qu'un achat local, c'est que le produit est 2 fois plus important que le commerce où on l'achète. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, quand on achète une tomate québécoise au Walmart, on fait quand même un achat local. Donc, le produit est 2 fois plus important que le commerce. Et sur ce, je vais laisser Jacques y aller de ses constats. J'ai hâte de vous entendre, Jacques, par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Cynthia. Et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir de reprendre le relais sur une étude que, ma foi, je trouve particulièrement intéressante. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'étude bleue. On va y aller, si vous le voulez bien, par section. 5 grands constats. Je vais prendre une dizaine de minutes de façon à ce que, par la suite, évidemment, on ait amplement de temps si vous avez des questions.
Le premier constat, on l'a mentionné tout à l'heure dans la présentation, c'est un constat assez intéressant et il n'est pas nouveau. Remarquez, on voit ça souvent, mais ici, c'est particulièrement parlant. Entre, d'une part, l'espèce de pulsion d'attitude envers l'achat local et ce qui risque d'arriver. Il y a une espèce de phénomène pour les plus vieux d'entre vous et les plus vieilles d'entre vous, ça va vous rappeler peut-être des souvenirs d'enfance. Il y a une espèce de phénomène ce qu'on appelait à l'époque d'ex-voto, c'est-à-dire de vœux pieux. Vous savez, lorsqu'on est malade, par exemple, ou pour les plus jeunes, lorsqu'on est en lendemain de veille, on fait le vœu de changer quelque chose et si notre vœu est exaucé, bien, par la suite, évidemment, on donnera conséquence. C'est un peu ce que l'on voit en ce moment. C'est un peu comme si, devant cette crise, les Québécoises et les Québécoises se disent, écoutez, je vais acheter davantage local de grâce si cette crise-là pouvait disparaître. La réalité, c'est que lorsque cette crise va disparaître, parce qu'elle disparaîtra un jour, bien entendu, la réalité, c'est que oui, on va être plus conscientisé, on va vouloir acheter local, mais en notant que ce n'est pas 5% de plus que le prix des concurrents. J'ai toute ma carrière aimé à dire que le portefeuille des consommateurs est à droite, le cœur est à gauche. On a une belle évocation de ça ici. Les gens sont prêts à dire oui, je vais acheter québécois, mais en réalité, méfions-nous. 5%, c'est le chiffre que l'on voit régulièrement dans ce genre d'études, pas uniquement ici au Québec, même les études américaines sur le Buy America. Si le produit est 5% de plus, on a une petite tentation d'aller voir qu'est-ce qui a été importé. Donc, ce 5%-là, il est bien réel et il est très conséquent. On va le voir tout à l'heure sur le dernier point que je vais faire, c'est-à-dire les stratégies sur comment éventuellement faire en sorte que l'on vende plus de produits locaux. Donc, le 5%, gardons-le bien à l'esprit parce que moi, je vous fais le pari que c'est vraiment ce que l'on va voir. Il y a une petite exception en ce moment, on la voit tous, mais elle est très, très, très exception, justement, c'est les fameux masques, les masques sanitaires. Il y a eu une telle frénésie pour en trouver que les gens ont été prêts à payer beaucoup plus cher que ce qu'il y aurait pu être autrement. Mais ça, c'est très, très, très temporaire. Le deuxième point, Cynthia l'a mentionné, particulièrement intéressant, la il faut faire attention, dans certains cas, la notion de local, elle est plus locale que uniquement Québec. Et puis, dans d'autres cas, elle risque d'être plus large que le Québec. Je vous donne certains exemples. Les microbrasseries. Les microbrasseries, les consommateurs qui sont intéressés par ce genre de produits en font pratiquement une collection. C'est-à-dire que je veux savoir, je veux goûter la microbrasserie ou la microbière qui est produite à Shawinigan ou sur la Côte-Nord versus celle qui a pu être produite dans l'Est de Montréal. Là, on a une notion très, très, très régionale. On a le même phénomène pour les fromages. Et puis, on a le phénomène inverse quand arrive le temps, par exemple, des productions fruitières qui ne sont pas, qui sont très peu produites ici au Québec. Je pense entre autres aux raisins bleus de l'Ontario ou la pêche jaune également de l'Ontario. Dans ce genre de produits-là, ben, la notion de local commence à être plus large. Donc, pour la majorité des produits locaux, c'est québécois, c'est lié aux produits, j'arrive dans un instant, mais il faut bien comprendre que c'est un peu, notamment en alimentation, à géométrie variable. Pour certains produits, c'est très, très local. Pour d'autres produits, ben, ça peut être un peu plus large, mais c'est très rare. Sinon, c'est carrément pas le cas qu'un produit du Chili ou de la Nouvelle-Zélande va être conçu comme étant local. Donc, on parle de local, Québec, peut-être un peu Canada pour certains produits. Troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que la notion de local, elle va varier, et Cynthia l'a mentionné, selon que l'on parle de produits alimentaires
ou de produits non alimentaires. Variés dans le sens où l'attribution va se faire à des endroits différents dans la chaîne de distribution. On va commencer par l'alimentation, si vous voulez bien. Dans le cas de l'alimentation, la notion de local, c'est vraiment le produit. C'est ce que Cynthia mentionnait tout à l'heure. Il faut bien comprendre que pour l'alimentation, c'est 25%. L'alimentation représente 25% des dépenses des Québécoises et Québécoises. C'est conséquent, mais c'est tellement récurrent comme achat que ça vient teinter un peu la compréhension que l'on a de qu'est-ce qui est local et une espèce d'effet de transmission sur d'autres produits. Pour les produits alimentaires, c'est vraiment le produit. Le détaillant est important, mais moins que le produit. Donc, comme Cynthia le mentionnait, ça peut être des fromages du Québec achetés chez Walmart. Et là, j'aurais acheté québécois. Ça peut être des pommes du Québec achetées chez Costco. J'aurais acheté québécois. Pour les produits non alimentaires, alors là, on rentre dans le vêtement, on rentre dans le meuble, on rentre dans l'électronique. Bien qu'il y ait de la production de meubles qui se fasse ici au Québec et de très, très, très bonnes entreprises, et bien que des productions de vêtements qui se fassent au Québec, il faut comprendre que beaucoup des composantes en amont, le tissu ou autre, ne viennent pas nécessairement du Québec. Mais là, le regard change. Pour ces autres produits-là, alors je reviens encore une fois, électronique, articles de sport, meubles, vêtements, c'est vraiment le détaillant qui va faire figure d'achat local. Alors, évidemment, si vous avez des produits alimentaires vendus chez un détaillant alimentaire québécois, local, près de chez vous, ben là, c'est la totale. Mais de façon générale, gardons à l'esprit que pour ce qui est trait aux produits versus détaillant, si on veut simplifier, alimentaire, c'est le produit, non alimentaire, c'est le détaillant qui importe. Le quatrième point que j'aimerais partager avec vous, il est probablement pour moi le plus important. C'est comment est-ce que éventuellement on fait en sorte que la consommation de produits québécois ou locaux augmente. Et ça, c'est quand même assez important parce que c'est pas uniquement, et c'est très loin de uniquement être une question de publicité ou d'étiquetage, dire mon produit est local, parce que le produit, il doit être distribué. Donc, le produit doit s'insérer dans une chaîne de distribution et cette chaîne de distribution-là, elle a ses règles. Elle a ses exigences, notamment en termes de disponibilité de produits. Alors, je m'explique. Si vous êtes un producteur local ou si vous êtes un détaillant local et que vous ne pouvez pas livrer en fonction de la demande pour votre produit, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Tout le monde aime, par exemple, avoir, c'est la saison, là, des petites asperges locales. Là. Mais si on n'est pas capable de livrer pour l'ensemble des Québécois au moment où ils cherchent à avoir des asperges, ben, on va tous avoir un problème simplement parce qu'on crée des attentes par rapport à des produits locaux qu'on n'arrive pas toujours à remplir, notamment évidemment, si c'est le cas en saison, c'est encore pire, mais souvent également à travers l'année. Certains produits, on le comprendra, notamment en alimentation, ne peuvent être que saisonniers. Les consommateurs le comprennent, mais ne seraient pas prêts, par exemple, à admettre qu'on ne trouve pas de fraises locales en saison. Cette idée-là, elle est importante parce que si l'on veut développer l'achat local et répondre aux besoins des consommateurs tels qu'ils nous l'ont exprimé, bien, il faut être en mesure de livrer. Et si on veut être en mesure de livrer, bien, il faut être en mesure de produire en conséquence. Donc, à quelque part, il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre qui se crée entre l'offre et la demande. Et ces équilibres-là, souvent, ils sont précaires et ils demandent un réajustement dans le réseau de distribution. Mais il y a des exemples qui sont intéressants. Je prends notamment le cas du homard cette année. Bon, on a tous vu qu'on pouvait avoir du homard à 7 $ la livre. Ça a été de la frénésie. Beaucoup de consommateurs et consommatrices ont fait et font encore la queue pour avoir des homards. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots là-dedans. Et ce faisant, on vient de réaliser que bien que le marché naturel du homard, c'est un marché d'exportation, notamment sur les marchés asiatiques, on vient de réaliser que si le prix est plus bas, le marché québécois peut
à moindre coût, parce que c'est moins cher d'envoyer un homard à Montréal qu'à Tokyo, peut absorber cette demande-là. On est en train d'apprendre que peut-être que le marché local, pour des produits que l'on pensait être des produits de niche, existe. Le cas du homard va être intéressant à suivre. Il y a d'autres cas, on a eu la même chose pour le crabe. Il y a certains secteurs pour lesquels on a réussi. On a réussi avec le porc. Le porc est un produit québécois, local, qui est prisé à un prix raisonnable et on est capable de livrer. On est capable de livrer non seulement au Québec, mais à travers aussi le Canada et à l'international. Autrement dit, pour ce produit-là, on s'est doté de capacités de production qui étaient telles qu'on est capable d'approvisionner. Ce point-là, il est important parce que c'est toute la notion, le terme anglais pour ça, c'est scalability. C'est est-ce qu'on a la capacité de livrer correctement et de livrer surtout la promesse que l'on a générée. Si la réponse est oui, à ce moment-là, on commence à rentrer sur un territoire solide pour pouvoir implanter la consommation de marques locales. Ce territoire solide, si on veut toujours rester à l'intérieur du 5 auquel on faisait référence il y a un instant, dans beaucoup de cas, ça veut dire qu'il faudra même considérer exporter une partie de notre production dans le reste du Canada ou peut-être même à l'international, de façon à assurer des approvisionnements constants, stables et à prix intéressant pour les consommateurs. Une fois que l'on aura vraiment bien analysé ces exigences en termes d'approvisionnement de marché, je le répète, c'est important. Une fois qu'on aura livré la promesse en termes d'approvisionnement régulier, même si c'est à l'intérieur de saison, là, va se poser toute la question, et ça, le sondage le fait bien ressortir, de l'identification. Beaucoup de consommateurs nous ont dit dans ce sondage, et avec raison, écoutez, moi, je veux bien acheter québécois, là, mais j'aimerais bien qu'on me le dise si c'est québécois ou pas, et qu'on m'explique c'est quoi le produit. Beaucoup de détaillants, à l'inverse, ont pu être ou sont encore réticents à identifier les produits comme étant en provenance du Québec, souvent parce que, et là je reviens à un autre point, parce qu'il n'y a pas nécessairement de régularité dans les approvisionnements. Une fois qu'on a des approvisionnements réguliers, une fois, et alimentation, non-alimentation, bien sûr, une fois qu'on a une constante dans notre chaîne de distribution, là, ça devient extrêmement important que le produit soit identifié à la fois par le producteur, le manufacturier, mais également par le détaillant, le distributeur. Il y a des bonnes initiatives. Il y a un grand détaillant d'alimentation qui vient d'annoncer qu'il rentrait 300 produits québécois pratiquement dans une logique fast track au cours des prochaines semaines. C'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. Évidemment, il faudra s'assurer, évidemment, que l'approvisionnement soit au rendez-vous. Donc, quoi retenir? Le 5 va être bien réel. La notion de local, beaucoup liée aux produits. Mais pour certains sous-produits à géométrie variable, peut-être plus locale, d'autres peut-être un peu plus larges. Gardons à l'esprit que ce qui est vrai pour l'alimentation n'est pas nécessairement vrai pour le reste. Alimentation, c'est vraiment le produit, le reste, c'est vraiment le détaillant. Toute la notion de scalability, de capacité à livrer sur une base continue, très important, sinon on va manquer le bateau. Et le dernier point, une fois que tout ça est acquis, identifions. Identifions le produit parce que, dans le fond, si on a un produit régulièrement disponible et à prix concurrentiel, les répondants nous l'ont dit, ils sont prêts à l'acheter, ils veulent l'acheter. Encore faut-il qu'on réponde à ces deux exigences, celle de disponibilité et celle de prix. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Beaucoup d'opportunités intéressantes. Pour le reste, je retourne la parole à notre modérateur et puis je suis certain que vous avez des questions. Merci beaucoup. Rebonjour à vous deux et à tout le monde. Je pense qu'on a eu des problèmes de son à travers la discussion. Jacques, il y a des moments où ça partait, j'ai eu des textes, des gens qui me textaient, oups, on l'a perdu revenu. Fait que si vous avez manqué des éléments, s'il vous plaît, mettez des questions dans la boîte questions, puis Jacques pourra y répondre, puis recapturer les éléments que vous avez perdus. Écoutez, j'ai des questions qui rentrent. Avant de commencer avec ces questions-là, j'aurais aimé ça peut-être mettre un peu la table sur quelques questions. Entre autres,
on parlait, est-ce qu'il y a une variance, Jacques, la question se pose pour toi, est-ce qu'il y a une variance entre le type de produit ou des types de détaillants quant à la propension d'acheter local? Puis je vois certaines questions qui tournent autour de ça aussi. Donc, est-ce qu'on voit des grandes variances? Produits, puis propension à acheter local dans le type de détaillant aussi? Ben, la réponse est oui. La réponse est oui, puis on va prendre des exemples concrets. Fromage du Québec, vin du Québec, pommes du Québec, ça, on est dans l'alimentation. Ça, c'est clair. À ce moment-là, que ce soit, et Cynthia l'a bien fait ressortir, que ce soit chez Walmart, chez Costco, chez Metro, chez Provigo, peu importe, c'est le produit qui va dominer. En alimentation, c'est vraiment, vraiment le produit. Il n'y a pas grand monde qui va vous en vouloir de ne pas avoir des bananes québécoises. Donc, tout le monde réalise que la banane pousse très mal au Québec. À l'inverse, prenons deux détaillants bien connus. Là. Je vais en prendre deux que je connais bien. La Vie en rose. La Vie en rose, c'est tout ce qui est lingerie et maillot. La majorité des Québécois se réalisent très bien que le design peut avoir été conçu ici au Québec, mais pas grand métier à tisser. Là. Il n'y a pas grande entreprise textile ici. La plupart des produits sont des produits d'importation faits en Chine ou au Bangladesh, au Pakistan ou ailleurs. Mais on va dire, je vais acheter québécois parce que c'est La Vie en rose. Même chose pour Dessert, par exemple. Vous achetez des pinceaux, bien, la plupart des pinceaux ne sont pas nécessairement faits ici, mais Dessert est une entreprise résolument québécoise, notamment par rapport à son concurrent. Alors, la notion ici, elle est effectivement à géométrie variable et on le voit bien. Il faut faire la distinction lorsqu'on est dans le secteur de l'alimentation et lorsqu'on est dans le secteur qui est non pas de l'alimentation. Okay. Puis, vous avez raison, au moins s'il y a des parties faites au niveau du design, au niveau du type de matériaux qui vont être utilisés ici au Québec, est-ce qu'il y a moyen de mettre ça de l'avant pour dire, oui, on parle beaucoup d'alimentation, mais si on parle de mode, par exemple, est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant, puis est-ce que ça va être considéré comme pas un achat local, mais il y a quelque chose de local dans ce produit-là parce que ça a été designé, ça a été pensé, ça a été structuré ici, puis ça a été après ça fabriqué ailleurs. Quelle est la perception? La réponse est oui. Hein? On se souvient tous des appellations Made in France, Made in, bon, peu importe. On la voit de moins en moins parce que justement, on voit les appellations telles que conçues au Québec, designées au Québec, peu importe. Et ce genre d'appellation-là fait référence à une partie dans la chaîne de distribution, à la chaîne de production. Il y a, par contre, et je tiens à le mentionner, certaines entreprises qui sont 100% québécois. Je pense entre autres à Marie Saint-Pierre. Marie Saint-Pierre, non seulement c'est designé, c'est conçu, mais le tissu en grande partie est fait ici. Maintenant, on parle ici d'un marché très, très, très niché. Demain, si vous voulez, si vous exigez de Marie Saint-Pierre qu'elle distribue partout des produits de base, ça va être difficile d'y arriver. Ça c'est clair. Je vais prendre certaines questions parce que les questions rentrent. Je vais en prendre une comme ça d'Alexandra Baudry. Est-ce possible de croire que la vague de l'achat local pourrait s'extrapoler au B2B? Oh, bonne question. Bonne question. La réponse, moi, je pense que oui. Je pense que oui, à condition évidemment que les prix soient concurrentiels. C'est encore plus important dans le B2B que dans le B2C. Mais je pense que oui, pour des raisons logistiques. On l'a vu en ce moment, on l'a vu au cours des 3 derniers mois. Hein, vous savez, commençons comme consommateur. Il y a certains produits que vous avez achetés, vous étiez tout surpris parce que vous l'avez reçu dans la poste le lendemain. Puis d'autres, ben, ça a pris 4 semaines avant de le recevoir. Donc, si on l'a vécu comme consommateur, c'est encore plus vrai en B2B. Hein. En B2B, le fait de ne pas avoir une composante parce qu'il y a des problèmes logistiques fait en sorte que vos chaînes de production sont arrêtées. Ça, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement nuisible. Ce que l'on a appris au cours des 3 derniers mois, c'est la fragilité justement des chaînes d'approvisionnement. Et par définition, plus vos produits viennent de loin, plus la chaîne est longue, plus elle est fragile. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans le B2B pour l'achat local, notamment pour des raisons logistiques, mais attention, je ne suis pas sûr que les gens vont être prêts à payer une prime indue. Puis, je prends une question pardon, j'allais éternuer. Raymond Bouchard, quand on dit que le seuil critique pour l'achat local est 5%, est-ce que c'est le même phénomène en zone rurale que dans les grands centres? Puis,
est-ce que les gens ne voudraient pas continuer à supporter leur petite épicerie locale? Donc, M. Bouchard est dans le domaine de l'alimentation. Cynthia? Oui, en fait, il y a très peu de différence entre, dans le sondage là, qu'on analyse, la provenance selon le lieu de résidence des Québécois, qu'ils soient en région, puis versus dans les grands centres. Là, on a fait l'exercice et en bout de ligne, dans les grandes tendances, ça ne change pas. Ceci dit, faut pas confondre, faut faire attention de ne pas confondre. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est la définition d'un achat local. Donc, ce qu'on dit de façon un peu bête et méchante, c'est vous n'êtes pas plus local parce que vous êtes petit ou parce que vous êtes un commerce de région, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bénéficier d'un capital de sympathie parce que les gens vous aiment, parce que vous êtes à proximité, puis parce qu'il y a toute une autre clientèle qui, eux, favorisent la proximité pour X, Y raison. Mais ce que l'étude dit, c'est dans la pure définition de l'achat local, vous n'êtes pas nécessairement plus local parce que vous êtes petit ou parce que vous êtes à proximité. Le critère de base étant d'être québécois, tout simplement. Mais notamment dans l'étude bleue, il y a une typologie, c'est-à-dire on segmente les consommateurs selon leurs critères décisionnels d'achat. Puis il y a un segment pour qui, oui, la taille de l'entreprise, puis oui, la proximité géographique a une importance notable. C'est tout simplement que dans la définition de l'achat local, le critère de base étant d'être québécois. Marc, si je peux me permettre, je voudrais rajouter à ceci le fait qu'il y a un phénomène qui va prendre place, dont c'est très, très difficile de mesurer exactement l'ampleur, mais qui va prendre place, c'est le télétravail. Le télétravail, notamment si vous êtes en région ou si vous êtes en région même périphérique, par exemple, moi j'habite ce que j'aime dire le plus beau village au Québec, Saint-Placide, c'est proche de Saint-Eustache, pas très loin de Montréal. On a vu ici localement les gens avoir recours davantage à leur épicerie locale. C'est sûr qu'au fur et à mesure où les gens restent une journée, 2 jours, 3 jours de plus en télétravail à la maison, et ça, c'est un phénomène qui va s'implanter, bien, la propension à acheter à Montréal ou à Saint-Eustache va diminuer par définition. Yeah. Tout à fait. Je vous dirais, parce que les questions rentrent, je fais que j'essaie de les sonder en même temps. Une question d'Éric Duchesne qui nous demande, avez-vous sondé les Québécois sur leur achat en ligne? Et pour certaines marchandises qui ne sont pas produites localement, les Québécois ont-ils tendance à utiliser des sites locaux tels que Amazon au lieu de sites étrangers tels que Amazon? On a, si je peux me permettre, on a toute une belle étude là, chez Léger qui est dédiée exclusivement en fait, à suivre les habitudes de consommation en ligne des Québécois depuis le début de la pandémie, parce que évidemment, c'est tout un sujet en soi, la question de l'achat en ligne. Puis vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a eu explosion là, depuis les dernières semaines. Maintenant, dans l'étude bleue, on ne s'est pas penché strictement sur la provenance des sites web, l'achat en ligne étant, si je peux dire, une bébête à part. Là, est-ce que, je ne sais pas si Jacques a un avis sur la question, est-ce que l'achat en ligne peut bénéficier des mêmes principes que ceux qu'on découvre dans l'étude bleue, la règle du 5% notamment? Bien, la règle du 5%, ça c'est clair, elle va exister. Maintenant, l'achat en ligne est effectivement une drôle de bébite parce que, voyez-vous, si un détaillant ou un producteur québécois vend à travers la marketplace d'Amazon, on est pratiquement condamné là, à avoir le plus bas prix doit être donné à Amazon. Donc, déjà en partant, il y a une espèce d'effet qui joue peut-être contre nous, mais en même temps, ça dépend vraiment de la stratégie. Si je suis capable de donner un certain prix sur Amazon, donc en principe, je serais capable de donner le même prix. Je ne peux pas donner plus bas parce qu'Amazon va me le défendre, mais je peux donner le même prix sur un site local ou sur mon propre site. Moi, je pense que ce que les Québécois et Québécoises ont découvert, puis effectivement, les études de Léger le montrent très bien, c'est que, coudonc, le commerce électronique, ça marche plutôt bien, on vient de le découvrir beaucoup comme consommateur, et deux, qu'il y a autre chose qu'Amazon. Je prends entre autres
il y a beaucoup de sites locaux. On a parlé du panier bleu, mais il y a Mon Libraire également qui a très bien fonctionné. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fonctionné. Je parlais de Dessert. Marc Dessert mentionnait l'autre jour que ses ventes ont augmenté de 5 fois. 5 fois ce qu'il vendait. Il vendait à peu près 10 à 15% sur le web. Ben, ça a augmenté par 5, faites le calcul. Donc, les gens commencent à comprendre que, un, ça fonctionne et deux, qu'il y a autre chose qu'Amazon dans la vie. Tout à fait. Puis, je vous dirais que moi, je regarde mes membres, évidemment, le service en ligne ou les ventes en ligne ont explosé. On regarde Post Canada en ce moment, qui à Sainte-Ville-Saint-Laurent, ils ont 250 camions dans la cour qui attendent à être vidés. Oui, il y a une grande demande. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens il y a moins d'effets d'impulsion d'achat en ligne. Donc, ils vont beaucoup plus comparer les prix. Donc, à ce moment-là, est-ce que les produits québécois vont être défavorisés s'ils sont plus chers? Je ne sais pas. Ça serait intéressant de voir avec les travaux que Léger font. Puis, je rappelle aussi que l'étude est beaucoup plus profonde, l'étude bleue. Et puis, on peut acheter l'étude bleue en contactant Léger pour avoir l'étude complète. N'est-ce pas, Cynthia? On peut faire ça. Alors, une autre question ici de Janine Marois. Pouvez-vous nous revenir sur la question des microbrasseries car le son a coupé? Elle lui demandait, pouvez-vous expliquer, M. Jacques, un peu sur les microbrasseries parce que ça a coupé un peu. Oui, premièrement, je tiens Ah ben non. Là, ça à m'excuser. J'ai remarqué effectivement que le son avait coupé quelques minutes. Bon, écoutez, dans l'étude, et Cynthia l'a très bien mentionné, pour la majorité des Québécois, achat local, c'est Achat Québec. Okay? C'est vrai pour la très grande majorité des produits, mais il peut y avoir des exceptions. Certaines de ces exceptions-là ont trait à la régionalité parce que c'est ce que les gens recherchent. Les microbrasseries est un bon exemple. Une personne qui aime les produits de microbrasserie aime aller découvrir. Donc, c'est un peu la possibilité de faire le tour du Québec tout en restant chez soi. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est l'aspect régional, local qui va primer. Lundi, je vais essayer une bière du Bas-Saint-Laurent. Mardi, je vais essayer une bière de la Côte-Nord, et ainsi de suite. C'est vrai également, on l'a vu dans le domaine des fromages, on le voit également dans le domaine du vin. Bref, on le voit dans beaucoup de produits alimentaires. Ce n'est pas vrai pour des pâtes alimentaires là, de base. C'est fait au Québec, on est bien content. À l'autre extrême, il y a certains produits que l'on sait ne pas venir du Québec, mais que l'on sait être proche, c'est-à-dire dans le reste du Canada. Je pense notamment à certains fruits, certains légumes qu'on produit difficilement ici au Québec, la pêche jaune, le raisin. Il y en a en Ontario, il y en a dans la vallée de la Niagara, et puis pour beaucoup de consommateurs, ce sont des produits locaux. Parfait. Puis, il y avait beaucoup de questions sur l'alimentation. Stéphane Glorieux nous demande, fromage, vin, pommes sont tous des matières premières aussi québécoises. Comment considérer des produits transformés, comme le café, par exemple? Ça, c'est une belle question. Le café, le chocolat, entre autres. Ben là, on rentre dans une logique de conception de produits, un peu comme pour les maillots de bain. On se doute bien qu'il n'y a pas beaucoup de textiles. Il n'y a pratiquement plus de textiles faits au Québec, mais il y a beaucoup de maillots ou de lingerie ou de linge qui sont designés, configurés, qui portent une étiquette d'un designer québécois. Ben, c'est la même chose pour les produits alimentaires transformés. Les produits de chocolat, je pense entre autres à Chocolat Favori, ben, c'est un produit québécois qui est conçu au Québec, qui est distribué par une entreprise québécoise avec un réseau québécois. Il y a quelque chose de très particulier. Le président de cette entreprise-là a pris bien soin de comprendre comment les gens achetaient leur chocolat. Il y a un produit qui est bien adapté, mais il n'y a personne qui va croire, évidemment, que la fève de chocolat est produite dans le bas du fleuve. Mais on est capable d'insuffler une bonne partie d'aspects québécois pour faire en sorte que, ben, ma foi, on est plutôt content de favoriser ce chocolatier plutôt qu'un autre. Ouais. Si je peux me permettre juste en complément, parce que l'étude bleue, effectivement, on est allé dans ce. Évidemment, aujourd'hui, on vous a juste présenté le produit versus le commerce,
Mais comme vous savez, c'est beaucoup plus large que ça. Le produit, il y a évidemment la matière première, la conception, la création, la production, la fabrication, selon le type de produit. Et l'étude Bleu donne un résultat chiffré à partir du moment où la création est faite au Québec ou à partir du moment où il y a du cerveau québécois, j'oserais dire, dans le produit. Là, tiens, on gagne en termes de valeur locale ou en termes de... Les Québécois sont capables de faire la distinction que ça a beau être du chocolat qui vient fort probablement d'ailleurs. Il y a eu du génie québécois dans l'idée d'inventer 158 sortes de crème glacée au chocolat. Et ça fait monter la valeur perçue au niveau du local chez le consommateur lorsqu'il y a j'oserais dire, du cerveau québécois dans le produit, même si la matière première vient d'ailleurs. Voilà. En restant sur la ligne de l'alimentation, j'ai une autre question de Raymond Bouchard qui me dit le fait que beaucoup de gens allaient de plus en plus vers des produits bio et que le Québec n'est pas encore un grand producteur de produits bio, d'après ce qu'il dit, est-ce que les gens vont préférer supporter les produits locaux ou vont continuer avec le bio provenant de l'extérieur? Est-ce que ça a été sondé? Je vais laisser Cynthia en parler en ce qui a trait à l'information qu'on a recueillie et puis je reviendrai peut-être un petit commentaire. C'est-à-dire, effectivement, ben, on n'a rien de spécifique sur le bio dans l'étude bleue comme telle, mais je vous dirais que pour l'alimentation, évidemment, il y a d'autres tendances là, qui viennent un peu compétitionner le fait achat local. Ça va être à suivre dans le temps parce que l'achat local, le gros buzz qu'on a autour de ça, est quand même relativement récent. Là. Je dirais, il a été initié du moins en vitesse accélérée par la pandémie de COVID-19. Mais la tendance du bio, elle est là depuis longtemps, lente progression, mais quand même. Donc là, ça va être vraiment de suivre dans le temps laquelle bat l'autre sur le niveau des tendances. Là, Jacques, si tu as des exemples. Ben, tout ça va se télescoper dans les mois à venir, ça c'est clair. Mais il y a des opportunités extraordinaires. Écoutez, la notion de bio est une notion qui est également à géométrie variable. Il y a bien des façons de définir qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis il y a surtout bien des façons de vérifier si c'est vraiment bio ou pas. Moi, je pars du principe que plus vous, tu sais, le vieil adage à beau mentir qui vient de loin, plus la source de départ du produit est loin, plus c'est difficile de vérifier si c'est vraiment bio. Okay? Donc, il y a une opportunité pour les producteurs locaux à s'afficher, s'ils le sont, bien sûr, comme étant bio. Il y a un deuxième avantage qui est intéressant, qui est non seulement économique, mais également écologique, c'est toute la notion de la trace carbone. C'est sûr qu'une pomme produite à quelque part à Fredericksburg a beaucoup moins voyagé qu'une pomme qui nous arrive de Chine ou qui nous arrive de Californie. Donc, la trace carbone, elle est plus basse. Mais là, ça nous ramène tout à la question de l'identification. Et ça, c'est tout un enjeu en soi. Ça va être central, l'identification de la provenance, mais l'identification également des composantes du produit. Et plus on va s'en aller vers des normes établies, généralisables et confirmables, bien, plus évidemment le consommateur va être au rendez-vous. Tout à fait. Aliments du Québec bio. Il y a une identification pour ça. Donc, voilà. On nous parle ici de quel est aujourd'hui, c'est Jacques Dulac qui nous pose la question, le meilleur canal de communication pour rejoindre et inciter les consommateurs à acheter local? Cynthia, Jacques. Ben, en termes de médias, c'est sûr que là, les tendances médias, placement publicitaire s'appliquent là, si telle est la question. Nous, ce qu'on a plutôt mesuré, au-delà du canal ou du choix du média comme tel, parce que évidemment, le choix du média dépend de notre clientèle cible, de qui est-ce qu'on cible dans notre
typologie. Mais nous, ce qu'on a plutôt sondé, c'est de quelle façon on doit s'adresser aux consommateurs, de quelle façon on doit signaler qu'on est local. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est préférable justement, comme on disait, de mettre carrément un logo Aliments du Québec ou autre, ou d'utiliser un porte-parole local pour crier haut et fort qu'on est québécois? Même si on est maxi, par exemple, pour ne donner qu'un exemple. Mais est-ce que, donc c'est ça, donc nous, ce qu'on a testé, c'est plus dans la meilleure façon de l'approcher ou de l'annoncer plutôt que le média comme tel. Puis, pour répondre, là, évidemment, tout ce qui est logo, tout ce qui est très clair, une certification et de loin la façon la plus évidente ou la plus convaincante aux yeux des consommateurs là, de prouver qu'on a un produit local. Je rajouterais, ben, tout à fait, je rajouterais que pour, encore une fois, cette distinction aliment, non-aliment, si vous êtes dans le secteur non alimentaire, c'est vraiment au niveau des médias traditionnels. J'inclus le web là, dans le média traditionnel, évidemment. C'est de faire valoir le fait que vous soyez un détaillant ou un manufacturier qui a sa place d'affaires ici au Québec. Enfin, que vous avez une présence québécoise affirmée. En alimentation, encore aujourd'hui, 70% des achats se font en magasin. La décision se prend en magasin. Je sais d'avance que je vais acheter des fèves, des haricots jaunes, et je sais d'avance que je vais acheter de la sauce spaghetti, mais quelle marque, ça va se décider en magasin. C'est vraiment pour l'alimentation, c'est vraiment l'étiquetage et évidemment l'identification sur la tablette qui va être important. Et le prix, des fois. J'imagine, Jacques, aussi, qui va rentrer dans le mix. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est sûr. En parlant d'alimentation, le marché de l'Outaouais travaille avec 70 producteurs de l'Outaouais. Ils ont connu une hausse de 275% en termes de chiffre d'affaires. Et puis, Cyprien Pomard nous demande comment garder cette clientèle après la pandémie. Puisqu'on parlait de moyens de communication, je pense que c'est un bon segue. Comment garder cette clientèle après la pandémie? C'est de la consultation un petit peu, là. Ben, c'est correct, c'est bien. Non, tout à fait. Ben, écoutez, moi, je vous dirais, j'ose espérer que les détaillants et les commerçants qui ont bénéficié de cette augmentation ont gardé un lien avec leurs consommateurs, leurs consommatrices, parce que on est à une époque où c'est tellement facile de relancer sa clientèle un à un que c'est là-dessus qu'on doit miser. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de consommateurs et consommatrices ont découvert l'intérêt d'acheter local, outre le fait que ce soit simplement local. C'est plus simple, c'est plus sympathique, on sait à qui parler, on a un lien. Que l'achat ait été fait sur le web ou que l'achat ait été fait en magasin, il y a ce lien de proximité qui est important. Mais là, il faut le réactiver dans l'autre sens après la pandémie en disant hey, on est encore là, puis on est encore sympathique, puis on est encore extrêmement efficace. Tout à fait. Puis dans notre cas, évidemment, on va le suivre dans le temps. Là. Il y aura une deuxième vague à l'étude bleue dans les prochaines semaines, mois. Là, je vous dirais, justement, le but est d'attendre un peu, de laisser passer le gros de la pandémie, puis de s'assurer qu'on soit en pleine relance pour voir où en sont les comportements, justement, avoir des indicateurs de est-ce que ça va durer dans le temps. On a encore plusieurs questions. Il nous reste 10 minutes. Je vais essayer de passer à travers les questions. Ici, une question de Geneviève Girard, qui pourrait être même un peu en réponse philosophique, mais on va regarder ça rapidement. Comment peut-on interpréter le fait que l'entrepreneuriat soit valorisé au Québec comme choix de carrière ou comme modèle inspirant et que les Québécois n'emboîtent pas le pas dans l'achat local? Comme je disais, ça peut être même comme philosophique, un peu comme. C'est une très, très, très belle question. Très belle question. Moi, je vous dirais que c'est vrai, beaucoup plus vrai d'ailleurs que ce que l'on a longtemps pensé, qu'il y a une fibre entrepreneuriale très forte au Québec. C'est pas pour rien qu'on est vraiment la province qui est le plus basée, dont l'économie est le plus basée sur les PME. Ça ne se répercute pas au niveau des achats simplement parce qu'il y a certains choix
que l'on a fait qui sont disjoints de la pulsion entrepreneuriale. Il y a certains choix qu'on a faits à partir des années 60 qui est de rentrer, pas uniquement au Québec, soit dit en passant, qui est de rentrer de plein pied de plus en plus dans la globalisation et la mondialisation, de sorte qu'on a abandonné plusieurs secteurs. Le secteur textile, j'en parlais tout à l'heure, mais des grands pans du secteur de l'alimentation également, on les a abandonnés. De sorte que pour les consommateurs, progressivement, à partir des années 60, ben, on a vu des pans de l'économie totalement changer où on devenait de plus en plus dépendant des marchés d'importation, dans le textile, dans l'alimentation, enfin, dans à peu près tous les secteurs. Et ce n'est que très récemment, puis cette pandémie-là, bien évidemment, ça a été un catalyseur, qu'on réalise que, mon Dieu, non seulement c'est peut-être pas la chose la plus intelligente ou la plus sécurisante à faire, mais également que ça crée une incertitude énorme au niveau des approvisionnements. On verra le reste de l'histoire par la suite. Mais autrement dit, c'est deux mouvements complètement disjoints. Un mouvement de mondialisation puis un mouvement d'entrepreneurship qui ont eu lieu en parallèle. Je vais aller à la prochaine question. Michel Nadeau nous demande, est-ce qu'on sait si les principaux indicateurs dans l'étude sont en croissance en raison de la pandémie ou sinon stables? Si oui, à quel point? Donc, s'ils sont en croissance, les indicateurs, à quel point sont-ils en croissance? Puis est-ce que c'est dû à la pandémie? Ils sont en croissance. Bonjour Michel d'ailleurs. Ils sont en croissance. Effectivement, il y a quelques données dans l'étude, là, notamment où on compare les comportements d'achat des consommateurs avant la COVID et maintenant. D'ailleurs, il y a une donnée qui est très claire là-dessus. Là, il y a 27%, il y a un peu plus du quart des consommateurs québécois qui ont augmenté leurs achats locaux pendant la pandémie. Donc, il y a vraiment déjà là, dans les, je vous dirais, les 4 premières semaines de la crise, là, il y a déjà eu un taux de conversion important. Là, puis après ça, ben, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment de le suivre dans le temps. Mais oui, il y a eu un mouvement très rapide dans les premières semaines pour convertir le premier quart, là, le premier 27%. Puis ben, par la suite, c'est ça, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui va rester sur le long terme. Je vais peut-être juste rajouter un point, je l'ai mentionné, il y a une chose qui est constante, par contre, à travers beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, c'est le fameux 5 %. Le fameux 5 %, il revient là, littéralement. C'est une constante, ce truc-là. Okay. C'est vraiment le point de chute. Ouais. Au-dessus du 5 %, on commence à avoir des problèmes. Catherine Lucuyer nous demande, est-ce que vous avez relevé un lien entre local et éco-responsable pour le consommateur? Il y a, dans l'étude bleue, il y a une typologie, une segmentation des consommateurs où, comme je disais tout à l'heure, on part de leur comportement, mais aussi des raisons qui justifient leur choix. Puis il y a effectivement dans les segments, il y a un segment de consommateurs qui consomment local principalement pour des raisons écologiques. Puis ce segment-là est probablement une des cibles qui offre le plus grand potentiel, notamment parce que eux le font depuis longtemps. C'est pas nouveau, c'est pas dû spécifiquement à la pandémie, donc probablement que ça risque d'être plus stable dans le temps. Puis il y a une cible très précise, là, évidemment, qui a des caractéristiques sociodémographiques particulières, mais qui, eux, oui, le font pour des raisons principalement éco-responsables, écologiques, là, et beaucoup moins par... il y en a d'autres que c'est carrément par fierté nationale. Il y en a d'autres que c'est pour des raisons économiques. Et là, c'est clairement lié à la pandémie puis à la crise qu'on connaît actuellement. Mais oui, il y a un segment très précis qu'on va suivre, là, qui est le fait pour des raisons éco-responsables. Et pour eux, probablement que ce qu'on disait tout à l'heure, que achat local égale québécois, puis la proximité a moins d'importance. Pour eux, c'est moins vrai. Pour eux, si je peux m'y rendre à pied, en vélo, c'est encore mieux, ça a une encore plus grande valeur.
Marilyn Bordelot nous demande, Cynthia disait, tu mentionnais que le secteur tourisme fait partie des 13 secteurs sondés. Est-ce possible d'avoir un peu plus de détails sur la façon dont s'inscrit la consommation locale dans un contexte touristique? Ouais. Ce qu'on a mesuré par rapport au tourisme, c'est vraiment les intentions de dépenser ton dollar touriste ici ou ailleurs. Là, c'est sûr qu'il y a un grand pan encore qui est inconnu pour nous, chercheurs, comme pour tout le monde. Là. Bonjour au monde du tourisme, qui est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir un peu plus loin. Mais nous, ce qu'on mesure, c'est l'intention de placer son dollar touristique ici versus ailleurs, donc ici au Québec versus ailleurs, dans un contexte où, supposons qu'on est déconfiné et qu'on a le droit de tout faire. Là. C'est nous, ce qu'on mesure, ce qu'on essaie d'isoler, c'est l'intention. Donc, il ne faut pas se freiner parce qu'on a le droit de faire ou pas. C'est vraiment la volonté de vouloir investir son dollar tourisme ici versus ailleurs. Jacques? Ben, je pense qu'effectivement, c'est un point qui est intéressant. Moi, je vous dirais qu'on a fort à parier. Il ne faut pas être devin là, pour voir que la majorité des Québécois vont rester au Québec cet été. Et ce faisant, ben, ils auront l'occasion de découvrir plein de choses, incluant des produits locaux. Je pense qu'il faudrait en profiter. Nous avons tous une des plus belles vitrines au cours des prochains mois. Okay. Une question ici de Francis Maillet. On va en prendre encore deux rapidement pour essayer de respecter le temps. Dans quelle mesure le 15% pourrait-il affecter par une baisse à prévoir du pouvoir d'achat des Québécois, pourrait être affecté par rapport à une baisse du pouvoir d'achat des Québécois dû à un effondrement de l'économie, d'après vous? Ça, c'est une très, 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 très bonne question. C'est clair que je ne veux pas être prophète de malheur, mais si vous regardez la plupart des analyses, on s'en va fort probablement vers une récession. C'est sûr que pour avoir passé une grande partie de ma carrière à étudier l'impact des récessions sur les comportements des consommateurs, vous allez avoir une propension à être beaucoup plus méticuleux dans ses achats et d'aller chercher toujours évidemment le meilleur prix. Donc, ça va jouer davantage. Maintenant, il faut faire attention. Il y a certains secteurs qui risquent d'être plus affectés que d'autres. C'est une drôle de récession dans laquelle on risque de rentrer. Certains secteurs vont être très affectés, d'autres beaucoup moins, de sorte qu'il faudra suivre en fonction de secteur par secteur. Mais c'est sûr que je vous dirais, sans avoir aucune appréhension de me tromper, que le 5%, là, c'est vraiment le maximum d'écart que l'on va pouvoir se permettre parce que les consommateurs risquent d'être encore plus vigilants au niveau des prix. Okay. Puis, j'essaie d'en choisir une dernière, je les regarde rapidement. Nicole Léger nous demande si tous les détaillants identifient bien leurs produits québécois, comment se démarquer au fil du temps? C'est une question très marketing, Jacques. C'est une belle question. Moi, écoutez, c'est une très bonne question, Nicole. Moi, je vous dirais que ça va être un beau problème quand on va être rendu là. Si on pouvait, premièrement, là, juste bien identifier nos produits, l'ancrer dans l'esprit des consommateurs, des consommatrices. Là. Lorsqu'on aura 8 sortes de T-shirts faites au Québec, québécois, ben là, on trouvera une façon de s'identifier, mais malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Par la suite, ben, une fois qu'on aura plein de produits en approvisionnement constant à bas prix, disponibles, ben là, on trouvera un deuxième attribut. Mais bon Dieu qu'on a tellement de travail à faire sur le premier. Dernière petite question de Joanne Héroux. Selon vous, combien de temps durera l'engouement pour l'achat local? Là, on demande d'être prophète à quelque part. La boule de cristal, oui, c'est ça. Je suis pas très bonne avec ma boule de cristal, fait que si vous permettez, je vais plutôt ressonder dans quelques semaines. Ça risque d'être plus fiable. Effectivement,
ben, pour ma part, en tant que chercheur, c'est la seule chose que je puisse faire, là, mais à moins que, Bon. à moins que Non, mais- Jacques ait un peu plus de dons que moi. Ça va, écoutez, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais ça va diminuer, mais ça va diminuer, là. Je veux dire, ça restera pas constant, puis à moins d'avoir un autre problème majeur, là, ça n'augmentera pas. La grande variable qui va faire en sorte que ça va s'estomper rapidement ou pas rapidement, c'est la réaction des détaillants et des producteurs à capitaliser sur cet engouement-là. Si on fait juste dire « Ah, mon Dieu, les gens en veulent », ben parfait, youpi, ça va bien aller, puis on fait rien, c'est sûr que ça va s'écraser, ce truc-là. Parfait. Puis Cynthia, c'est un très bon point. Ça serait rien de mieux que de faire un suivi dans les prochaines vagues de recherche pour avoir vraiment une perspective et être capable de comprendre si cet engouement-là va rester. Mais écoutez, il est 10h01 pour respecter le temps de tout le monde. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je vous remercie beaucoup. Puis pour les gens, encore une fois, je vous le rappelle, qui sont intéressés à avoir l'étude bleue complète, ben, contactez-nous, on vous mettra en contact avec au Conseil canadien avec Léger. Sinon, contactez Léger directement, soit vos contacts ou appelez Léger ou écrivez à Léger. En allant sur leur site web, vous allez voir étude bleue, vous allez pouvoir faire une demande pour accéder à l'étude bleue, puis vous allez avoir un coût relié à ça. Et puis, vous pourrez avoir l'étude complète. Puis nous, ben, on reviendra peut-être avec une deuxième vague dans les prochains temps avec des prochaines études qui vont sortir, Cynthia, sur encore l'achat local ou autre. Donc, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci à toi, Marc. Merci, Cynthia. Merci, Marc. Merci, Cynthia. Bye. Bonne journée. Au revoir.